Salut les amis, je suis Dr JP Mouka. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui tente de décrypter les enjeux de développement en Afrique et en République démocratique du Congo à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. En ce numéro de Comprendre en 5 questions, nous tenterons de comprendre le programme de développement local des 145 territoires en République démocratique du Congo, le tout en 5 questions et en une dizaine de minutes. En attendant, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains numéros et n'oubliez pas de consulter les numéros précédents si cela n'a pas encore été fait, notamment notre numéro 34 sur la notion du port en eau profonde en 5 questions. Alors, la première question aujourd'hui, c'est de quoi s'agit-il exactement? PDL 145T, c'est un peu le nom de code du programme. C'est une vaste initiative initiée à travers la RDC par le président Félix Tshisekedi, début 2022, et présentée comme un programme de développement endogène, c'est-à-dire qui part de l'intérieur, autrement dit, qui part de la base en milieu rural. Il ne se substitue pas au programme d'action 2021-2023 du gouvernement Sama Lukonde, nous assure-t-on en haut lieu, mais constitue plutôt un accélérateur. Alors, rappelons que ce programme contient dans sa dénomination le terme 145 territoires en référence au découpage administratif de la RDC qui compte des milliers de villages, des centaines de villes, toutes regroupées en 145 territoires, ces territoires étant eux-mêmes regroupés en 26 provinces. Vous l'aurez compris, ce programme se veut une impulsion du développement allant de l'une des plus petites entités administratives de la RDC. Ainsi, il se fonde largement sur le besoin d'apporter, je cite, une réponse programmatique à une demande sociale multidimensionnelle et urgente des Congolaises et Congolais, notamment celles et ceux vivant dans les zones rurales des 26 provinces du pays. En France du pays, donc, où nous retrouvons tous les indicateurs pratiquement au rouge. Taux de pauvreté, accès à l'eau potable, espérance de vie en bonne santé, niveau de revenus par habitant, taux d'alphabétisation, mortalité infantile et j'en passe. Ce programme vise donc à remédier un tant soit peu aux disparités, c'est-à-dire aux inégalités en termes de développement humain durable dans le pays. Alors, quels sont ces objectifs? L'objectif général de ce programme est de réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et de transformer donc les conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique des services socio-économiques de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC. Cet objectif se décline en 4 axes spécifiques, à savoir le premier axe, améliorer l'accès des populations rurales aux infrastructures et services socio-économiques de base, ce qui passe par la construction des hôpitaux, des routes, des marchés, des microcentrales électriques. Deuxième axe, promouvoir le développement économique des rurales, valoriser la production agricole et l'amélioration de l'accès des entrepreneurs aux services financiers. En un mot, revitaliser les économies rurales. Troisième axe, décentraliser les compétences et ainsi permettre aux entités locales d'avoir les moyens intellectuels et techniques de formuler leur propre politique de développement et en assurer le suivi. Enfin, quatrième axe, développer et mettre en place un système de suivi-évaluation géoréférencé afin d'accorder une meilleure visibilité aux avancements du projet à travers des échanges satellitaires de données de géoréférencement en temps réel. Pour le dire simplement, si par exemple un chef de projet affirme qu'une école est complètement construite à, je sais pas moi, à Moba ou à Moba Mbongo, l'administration provinciale ou l'administration centrale à Kinshasa peut le vérifier par image satellitaire. Quelles ressources sont mises en œuvre pour réaliser ce vaste programme? Financement. Le budget total du programme s'élève à 1,6 milliard
de dollars. Sur le conseil, certains diront sur l'injonction du Fonds monétaire international, le gouvernement congolais, pour essayer d'éviter les habituels détournements massifs et systématiques de fonds, a décidé de se faire accompagner cette fois-ci par 3 agences expérimentées en projet de développement que sont premièrement le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui couvrira à peu près l'espace nord, centre et une partie de l'espace est correspondant à peu près aux provinces du Bazuélé, Mongala, Chopo, Chwapa, une partie de l'espace Kasai, Sankuru, Maniema, Sud Kivu, Tanganyika. Le deuxième intervenant sera le bureau central de coordination, donc qui lui dépend du ministère congolais des Finances et qui couvre à peu près les espaces sud, soit une partie de l'espace Kasai, Lomami, Olomami, Lualaba, Okatanga, ainsi que l'espace nord-est correspondant à peu près au Haut-Ouélé, Ituri, Nord Kivu. Enfin, nous avons la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, la CFEF, qui couvrira, elle, la partie ouest du pays, qui correspond à peu près au nord et au sud Ubangui, à l'Équateur, au Grand Bandundu et au Congo central. Ces 3 agences percevront donc un peu plus de 100 millions de dollars. Ils sont donc censés lancer des appels d'offres locaux, ce qui d'ores et déjà soulève des inquiétudes sur le respect des marchés locaux accordés aux entrepreneurs locaux afin de recycler les fonds injectés dans l'économie locale. En des termes clairs, le contrat de construction d'une école dans un village, lorsqu'il est accordé à un entrepreneur local, lui permet d'embaucher de la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire de payer des salaires à des employés locaux qui pourront chacun dépenser l'argent sur le marché local pour nourrir sa famille, loger. Bouclons donc cette question en précisant que tous les 1,6 milliard ne sont pas encore obtenus. Le gouvernement aurait à ce stade sécurisé entre le tiers et la moitié des financements. Le reste est encore à mobiliser et nous en reparlerons probablement. Projet potentiellement périlleux donc, ce qui nous amène à nous poser la question des risques d'un tel projet. Alors, l'un des plus grands risques d'un projet aussi gigantesque, étiqueté comme urgent, c'est-à-dire qui doit se faire coûte que coûte et le plus rapidement possible dans un pays aussi vaste et aussi peu relié, ce sont les infrastructures routières plus que défaillantes ou les infrastructures électriques balbutiantes. Eh bien, on est donc obligé de se dire, mais qui trop embrasse, mal étreint. En effet, le risque de se disperser est réel. Et ça, c'est lorsque tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Car lorsqu'on y ajoute la corruption endémique, les détournements systématiques, le risque devient réel de se retrouver, lorsque tous les fonds auront été dépensés, avec une école inachevée, reliée à un hôpital inachevé, par une route elle-même inachevée. Un second risque, et non moins important, c'est le manque d'appropriation du projet par les populations intéressées. Notez qu'on ne peut pas développer les zones rurales sans impliquer les populations vivant dans ces zones rurales. Sur ce point, le gouvernement congolais assure avoir préalablement consulté dans chaque serait une équipe de représentants locaux composée de l'administrateur du territoire, les chefs coutumiers, l'antenne locale de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, des représentants locaux du ministère du Plan et de la société civile. Alors, le troisième risque, probablement plus important que l'insécurité. Je fais allusion aux nombreux territoires constamment en guerre ou sous menace de tueries de groupes armés à l'Est, mais pas seulement à l'Est. Dans le Mai-Ndombe, par exemple, il se passe actuellement à la mi-août des massacres quotidiens depuis quelques semaines entre clans Yaka et Teke. D'ailleurs, comme souvent, on a l'impression que le phénomène n'est pas assez mis en lumière, à part quelques médias qui s'époumonent à tirer sur la sonnette d'alarme pour que les pouvoirs
publics prennent leurs responsabilités et fassent régner l'ordre et la loi. Au lieu d'attendre que le conflit s'envenime, prenne des proportions du genre Kamwina Nsapu pour enfin commencer à s'y intéresser. Qui est cet entrepreneur, qui est ce chef des travaux qui ira risquer sa vie et celle de son personnel à construire des ponts, des routes, des écoles dans un coin où ça tire, où ça tue à longueur de journée. Donc la liste des limites d'un tel projet peut aller à l'infini. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous demander de me faire vos avis en commentaire de la vidéo ou par voice sur le numéro WhatsApp qui apparaît en bas de votre écran. Mais on va aussi rapidement évoquer, pour clore cette question, le risque de perception sur les intentions profondes du projet. Alors, cet aspect peut sembler subjectif, mais ce n'est pas pour cela qu'il faille le balayer d'un revers de la main. Ce programme est souvent critiqué comme une réaction populiste du président de la République, annoncée apparemment dans la précipitation en marge de sa tournée dans l'espace Kasaï, où il a passé, vous vous souviendrez peut-être, la période des fêtes de Noël 2021, Nouvel An 2022. C'est la fameuse tournée marquée par l'affaire Machiamu qui a tant fait jaser. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit ici d'une référence à une déclaration d'amour que le président avait fait à l'époque dans sa langue maternelle à ses frères kassaïens et que certains Congolais n'ont pas du tout digéré, allant jusqu'à traiter le président de tribaliste. Bon, ça c'était pour le contexte. Toujours est-il que lors de cette visite, le président de la République s'est rendu compte lui-même de l'état de sous-développement dans certains coins du pays et ajouté à cela la mauvaise réputation des précédents projets de développement dans l'opinion publique. Chile Gelou pour la construction des routes, Kwadi, vous savez, ce projet de parc agroalimentaire au Kasaï qui est si décevant que beaucoup l'ont surnommé Bukangalonzo bis, en référence à un autre projet phare de développement de parc agroalimentaire qui a totalement fait flop il y a quelques années sous le régime Kabila. Et bien sûr, comment ne pas citer le très médiatisé projet des 100 jours, tristement célèbre aussi bien par sa mauvaise réputation dans l'opinion publique que par le calibre des hautes personnalités du pays qui se sont retrouvées derrière les barreaux en relation avec ce projet. Plusieurs d'entre ces personnalités, il faut le préciser, ont depuis recouvré leur liberté et certains ont même été blanchis par la justice. C'est aussi cela un état de droit. Pour toutes ces raisons, beaucoup d'observateurs avisés estiment, à tort ou à raison, que le projet est une tentative désespérée du président Tshisekedi de s'accrocher aux branches et d'essayer d'amadouer les populations rurales, par ailleurs de vastes bassins électoraux, on l'oublie souvent, pour essayer d'obtenir un second mandat autrement hypothétique. Le temps nous le dira, mais entre-temps, il faut quand même noter que pour les populations sans eau ni électricité, depuis des décennies, si ce projet est le bon, ils se soucieront guère de sonder les cœurs et les reins pour essayer de disséquer les réelles ambitions cachées de leurs bienfaiteurs. Mais pour l'harmonie nationale, certains insistent qu'il faut s'abstenir de politiser à outrance des projets de développement. Que chacun tranche à son niveau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo ou par message sur le numéro WhatsApp qui apparaît au bas de votre écran. Enfin, posons-nous la question de quels sont les facteurs clés de réussite. Les professionnels de développement semblent divisés sur la question. Une école de pensée préconise et argumente sur la nécessité de développer un petit nombre de projets structurants qui pourront irriguer le développement pendant plusieurs années et servir de colonne vertébrale pour d'autres projets complémentaires qui pourront s'y greffer avec le temps. Selon cet argument donc, le gouvernement congolais aurait pu, avec cet argent, par exemple dans le domaine des infrastructures, construire à marche forcée et en temps record une autoroute reliant la côte atlantique aux riches territoires miniers du Katanga par exemple, ou d'autres parties de l'Est, pour l'évacuation de nos minerais sur notre territoire sans passer par les pays voisins, du tourisme. Vous savez, lorsqu'un Congolais pourra faire en bus, en voiture, en 2 jours maximum, voilà, Boma à Goma ou Kinshasa à Lubumbashi, un tel mouvement de personnes et de biens sera de nature à susciter des besoins complémentaires
qui pourront se greffer à cette colonne vertébrale. Les voyageurs entre l'Est et l'Ouest auront certainement besoin de s'arrêter en chemin. Je sais pas moi, quand on vient de Goma, on pourra avoir besoin de s'arrêter, je sais pas, dans le Maniema, dans le Kasaï, dans le Grand Bandundu. Et le secteur privé verra peut-être des opportunités d'affaires, développer une offre hôtelière, des restaurants, des stations-service, des ateliers de réparation et vente de pièces de rechange. Voilà, j'espère que cet exemple vous donne une idée des arguments que ce modèle de développement prône. Le problème, c'est que la colonne vertébrale, elle n'arrive pas partout. Et en attendant que d'autres projets soient lancés, le paysan et le commerçant, je ne sais pas moi, du Nord ou Bangui, eux resteront enclavés encore peut-être pour quelques temps. C'est pour ça qu'une autre école de pensée estime que dans un pays, passez-moi l'expression, en état de décomposition aussi avancé, il faudrait d'abord et de toute urgence relever un tant soit peu le niveau de vie de tout le monde pour que chacun, de son vivant, voit un semblant de développement devant sa rue, dans sa petite école du village ou je sais pas moi son petit dispensaire du coin, ce qui pourrait avoir pour effet de galvaniser l'unité nationale, de redonner l'espoir à des millions de Congolais que tout n'est pas perdu et qu'on ne les a pas oubliés. Dites-moi laquelle de ces deux écoles de pensée vous parle le plus, à laquelle vous adhérez et parlons-en. Ensuite, il se pose une question d'arbitrage à faire entre égalité et équité. L'égalité, c'est l'égalité des moyens, c'est-à-dire qu'on donne exactement les mêmes moyens à chacun, indépendamment des besoins. Comme lorsqu'on alloue exactement 10 millions de dollars à chacun des 145 territoires pour ce projet de développement. Mais l'équité, en revanche, elle vise l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on donne à chacun à peu près selon ses besoins, quitte à donner un peu plus à celui qui n'en avait pas du tout et un peu moins à un autre. Évidemment que l'aspect arbitraire d'une telle approche risque de susciter, comme vous le savez, rancœur, colère, sentiment de discrimination, surtout dans un état où les réflexes régionaux, ethnico, tribaux ne sont jamais très loin. Mais une des solutions serait aussi la mutualisation des services publics. Alors le mot mutualisation, j'ai regardé, n'apparaît hélas nulle part dans la cinquantaine de pages que compte ce programme et il faut là s'en désoler. La RDC est très vaste comme vous le savez, chacun de ces 145 territoires aussi. Mais lorsque dans la pratique on ne peut pas avoir un grand hôpital par exemple dans chaque territoire, on peut avoir des petits dispensaires, des petites cliniques à travers le territoire, quitte à avoir un grand hôpital de référence dans un territoire avec pour vocation de desservir un bassin de population de 2 ou 3 territoires voisins. Et voilà, on voit par exemple la mutualisation à l'œuvre à travers le monde, que ce soit pour les écoles, universités ou aéroports. Vous avez plusieurs aéroports régionaux, par exemple en Afrique du Sud. Mais pour des vols internationaux, lorsque vous habitez, je ne sais pas, en Bloemfontein, Kimberley ou Polokwane, vous devez souvent faire 3-4 heures de route vers Johannesburg, qui abrite le grand aéroport Ortambo, pour prendre votre long vol international. Pareil, si vous êtes, je ne sais pas moi, à George ou à Port Elizabeth, vous pouvez vous rendre à l'aéroport international de Cape Town pour les longs vols internationaux. Mais pour une mutualisation intelligente et efficiente, encore faudrait-il prendre le temps d'études préalables, études de faisabilité sérieuses, ce qui est très compliqué dans un contexte chronique d'urgence. Finissons donc par dire qu'un tel programme ne servira strictement à rien si on n'en profite pas pour impliquer les jeunes, les femmes, les artisans, les artistes de tous bords, créer des emplois locaux, unifier le pays, le pacifier et in fine contribuer à l'émancipation des populations locales beaucoup trop souvent oubliées. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, j'attends vos commentaires et ensemble, un temps soit peu, essayons d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. N'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, je vous retrouve pour une autre vidéo et prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.